Comment agissez-vous? Comment, avez-vous aussi, vous, des projets, des actions menées sur le territoire, notamment en termes de valorisation de déchets industriels, par exemple? Alors, nous, on est les terminaux donc, qui collectent du gaz liquéfié et qui distribuent ce gaz liquéfié. Et en fait, on est à la croisée des chemins. On a besoin, nous, de récupérer de plus en plus de gaz alternatifs, donc du biométhane, par exemple, qu'on veut gérer dans nos terminaux. Et on est aussi à l'interface avec le monde du maritime, parce que depuis nos terminaux, on peut alimenter des navires et des camions, ce qui permet de remplacer des moyens qui aujourd'hui sont au fioul ou au diesel et de les faire fonctionner au gaz, ce qui est beaucoup mieux pour les Marseillais en particulier, parce que ça n'émet pas de polluants locaux. Quelle est la différence et quel est l'atout de cette énergie-là par rapport aux énergies actuelles? Alors déjà, le gaz, ça permet d'éliminer les fumées, donc les particules, les soufres, les oxydes, tout ce qui n'est pas très agréable d'avoir dans l'air autour de nous. Mais c'est aussi un vecteur, donc quelque chose qui peut être utilisé pour justement réutiliser, puisqu'on est en train de parler des déchets, on est capable de mettre ce qu'on appelle du biométhane. Donc, Monsieur Huguin va en parler beaucoup mieux que moi parce que lui produit directement le biogaz. Et ce biométhane, on va le récupérer, le liquéfier, le mettre dans le terminal. Et une fois qu'il est liquide dans le terminal, il peut continuer sa chaîne pour aller alimenter, par exemple, les navires de CMA via le navire soutteur de Total. Quelles sont les actions qu'on conduit, nous, sur ce sujet? Bon, déjà, premièrement, historiquement, on exploite des usines d'incinération et des centres d'enfouissement de déchets. Aujourd'hui, les usines qu'on exploite dans la région, pour donner un exemple, on produit de l'électricité déjà avec le déchet brûlé. Ça dégage de la vapeur, cette valeur est comprimée, et ensuite elle est transformée en énergie électrique ou chaleur. On a des centres de stockage où on capte le biogaz issu de la fermentation des déchets, qu'on transforme aussi également en électricité. Et si on s'amuse à consolider sur la région, juste la région PACA, les quantités d'énergie produites, on produit à peu près l'équivalent. Je vais donner en équivalence habitant, c'est plus simple et plus compréhensible. Si je vous parle en mégawattheure, ça ne va pas parler à beaucoup de monde, ou en térawattheure. Aujourd'hui, on est à peu près sur la production d'énergie électrique d'une consommation de 100 000 habitants. Et on produit en énergie thermique, consommation vapeur, chaleur, après l'équivalent de 40 000 habitants. Voilà. C'est quelques chiffres importants. C'est juste pour dire que déjà, on n'a pas attendu. On est déjà sur l'action de la valorisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un deuxième exemple, c'est que on est en train aussi de travailler et d'établir des collaborations avec des industriels, des aciéristes, avec des cimentiers, avec lesquels, en fait, aujourd'hui, on est en train de préparer une matière qu'on appelle un CSR, un combustible de substitution, que ces industriels peuvent utiliser pour être injectés dans leur process industriel, en lieu et place de gaz, en lieu et place de coque de pétrole, en lieu et place de pétrole. Et c'est quoi le CSR? C'est ni plus ni moins une matière qui est une frange du refus issu du tri des déchets. C'est une utopie de considérer qu'un déchet, une fois collecté, 100% du déchet collecté, c'est vraiment une utopie, sera à 100% recyclable ou valorisable. Il restera toujours, passez-moi l'expression, des petites gouttes, ou des petites gouttelettes de papier, de carton, de film plastique, de matière comme ça, dont on ne pourra pas, où il est très difficile pour des raisons techniques et économiques, de vraiment encore sous-séparer, d'affiner à l'extrême le tri. Et donc, en fait, ça constitue une matrice qui représente et qui constitue un potentiel énergétique. Et c'est cette matière-là affinée, traitée, calibrée, qui ensuite est distribuée auprès de ces opérateurs, enfin ces industriels. Puis un dernier exemple sur la matière, l'énergie. Aujourd'hui, on travaille effectivement sur des filières de valorisation agronomique, de méthanisation, bien évidemment, mais il y a un sujet qui va être développé tout à l'heure. Mais on ne s'arrête pas que sur une approche industrielle globale. On va plus loin. Je disais que le groupe était un groupe qui avait une vocation d'être un groupe de proximité, de service. Et donc aujourd'hui, on réfléchit à internaliser des solutions de traitement-valorisation des déchets in situ. On a sur le territoire de Marseille une grande terrasse commerciale avec laquelle on travaille, sur laquelle on est en train d'élaborer un procédé qui vise à mettre en place une biopile, une micro-méthanisation
directement in situ dans ce site d'activité économique pour que les biodéchets produits par les commerçants soient directement transformés par la précédente méthanisation, hein, en énergie électrique, en chaleur et en compost. Et ça a double impact, triple impact. Le premier impact, c'est que c'est quelque chose qui est perceptible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le tout à chacun, on a beaucoup de défiance dans notre métier. On est des opérateurs de collecte. Petite parenthèse, sur les 5 millions d'habitants, on dessert à peu près 2 millions d'habitants hein, en termes de prestation de services. Et souvent, quand on intervient sur des sujets de collecte sélective, vous savez, la poubelle jaune, on a souvent la méfiance de tout un producteur qui dit « mais attendez, je ne suis pas certain que l'effort et la contrainte que j'ai dans ma cuisine d'avoir un bac, je ne suis pas certain que mon effort va être rétribué à juste hauteur, je ne suis pas certain qu'il est recyclé, valorisé ». Et c'est vrai que c'est compliqué pour nous de le présenter parce que les installations, elles ne sont pas à côté de chez eux. Et donc là, l'idée, c'est que si demain, on développe cet outil-là sur les terrasses, enfin sur les terrasses du port à Marseille, c'est justement pour que nos agents qui vont voir les restaurants qui sont dans les terrasses du port comprennent l'enjeu de trier correctement. Il y a un impact immédiat de leurs actions. Parce qu'on leur dit, allez voir ce qui va se passer là-haut et vous vous rendrez compte que la qualité de votre produit, je reviens sur mon geste de tri, que la qualité de produit a une efficacité immédiate et perceptible. Et donc la performance de l'équipement passera par le bon geste de tri. Comment aujourd'hui, dans les pays occidentaux tout du moins, on traite aujourd'hui les déchets et comment vous le faites spécifiquement chez vous ? Alors, nous, Everest, et plus largement le groupe Urbacer, qui est un des grands acteurs du monde du traitement des déchets, effectivement, nous nous sommes vus confier pour 20 ans l'exploitation d'un centre de traitement multifilière par la métropole pour traiter 90% des déchets collectés. Alors, ce que nous entendons, nous, par déchets, ce sont les déchets que l'on appelle communément les ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire la filière qui n'est pas dédiée au recyclage. Alors, c'est une grande fierté, en fait, pour nous, ce centre, parce que c'est une unicité en France, à plus d'un titre. Là où, effectivement, sur le paysage national, on a plutôt tendance à traiter les déchets filière par filière, c'est-à-dire une filière de recyclage, une filière de méthanisation, une filière de traitement thermique, de manière indépendante. La grande innovation de la métropole, et c'est un vrai motif de satisfaction, c'est d'avoir eu l'idée de créer un centre qui fédère toutes ces filières-là. En effet, pour fixer les esprits, le centre traite un peu plus de 400 000 tonnes de déchets. Donc, les déchets qui sont normalement non dédiés à la filière de recyclage. Et néanmoins, nous commençons par trier ces déchets, parce qu'il y a toujours une fraction, soit recyclable, soit organique. J'y reviendrai parce que c'est un axe de notre développement. Et donc ça permet de... Et encore une fois, c'est une unicité, ça permet d'aller chercher 3 flux. Un flux de recyclables, dans lequel on va retrouver du plastique, des métaux, etc., qui vont être réinjectés dans l'industrie des produits recyclés. Un flux de matière organique qui va servir à générer du biogaz par voie de méthanisation. Et un flux résiduel dont nous sommes capables, par un processus de traitement thermique, de valoriser en produisant de l'énergie électrique. Qui est réinjectée autour ? Qui est réinjecté sur le réseau national. Alors, pour fixer les idées, la production annuelle de ce site, c'est un équivalent d'une ville un équivalent de consommation annuelle électrique d'une ville d'un peu plus de 75 000 habitants. D'accord. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, d'un point de vue technologie, maîtrise environnementale, des process qui permettent de valoriser ce qui, comme vous l'avez rappelé, était jusqu'il y a une dizaine d'années considéré comme étant des déchets qui n'avaient pour seule vocation d'être enfouis. Et donc, en ce sens, je me rappelais la thématique qui est comment nos déchets sont nos ressources énergétiques de demain. Ça, c'est une réponse. Pourriez-vous nous expliquer la naissance de ce projet, sa genèse, et nous le décrire ? Oui, bonjour. D'abord, merci pour l'organisation. Je suis très honoré d'être ici.
Merci à Synchronicity. Je rappelle qu'on a choisi Synchronicity pour travailler sur la valorisation des déchets. Donc, je suis sûr que nous accomplirons de très belles choses ensemble. Alors, pour revenir un peu sur l'aspect, donc CMA est évidemment très engagé pour le changement climatique. Et dans notre feuille de route vers la neutralité carbone, nous avons choisi le GNL. Donc, ce GNL, effectivement, il a d'immenses vertus. La première, c'est d'abord en termes de santé publique, comme ça a été évoqué. Et à ce titre-là, nous sommes aussi très engagés localement. Donc on a choisi Fos comme centre d'approvisionnement avec Total. Donc on aura un contrat de 270 000 tonnes de GNL qu'on prendra chaque année à partir de début 2022, ce qui fera de Fos un des plus grands ports au GNL européen et en tout cas le premier port au GNL méditerranéen. Donc ça c'est très important. Et pourquoi le GNL? Effectivement parce que le GNL est un premier pas vers la neutralité carbone, mais en plus du GNL, il y a le biométhane, qui est le biogaz ou un biométhane qui vient à partir de déchets, effectivement. La grande vertu du biométhane est d'avoir une réduction d'empreinte carbone de 67%. C'est essentiel pour nous. Nous avons déjà, sur une base volontaire, commencé à acheter du biométhane. Et l'idée de ce projet, effectivement, avec tous les acteurs ici joints, c'est de pouvoir augmenter la production de ce biométhane, de le valoriser localement, de le produire localement, de le livrer dans l'enceinte du port et d'en faire effectivement un projet industriel emblématique pour pouvoir un peu démontrer un peu toutes ces vertus. Donc ça, c'est le plus important. Je voudrais rebondir sur 2 mots et être assez rapide là-dessus. Il y a 2 points importants. Un mot de Louis qui s'appelle synergie. Je pense que la notion de synergie dans la valorisation des déchets est essentielle. La transition énergétique pour le maritime, elle se fait sur mer, mais elle se fait sur terre aussi. Elle se fait par le groupement de plusieurs bonnes volontés, de plusieurs sociétés qui travaillent ensemble. Aujourd'hui, si nous pouvons prendre du GNL à bord de nos navires, pour cela, il faut une infrastructure qui a été développée par Total. Il faut stocker ce gaz naturel par Engie. Il faut plus tard, si on doit aller sur du biométhane, ce qui est notre volonté, avec une volonté forte d'appuyer cette filière, il faudra collecter des déchets, ça se fera avec Veolia. Il s'agira à un moment de méthaniser ces déchets et d'en produire du biométhane, et ça se fera avec Everé. Donc on a une chaîne de valeur complète qui travaille en même temps pour aboutir à une solution décarbonée pour le maritime. Donc le vrai message pour CMA, c'est qu'effectivement la transition énergétique, elle est l'affaire d'une chaîne de valeur et avec l'implication de tous. Est-ce que c'est les industriels comme vous qui poussez les innovations et qui faites venir des CMA ou d'autres qui ont des besoins, ou est-ce que c'est leurs besoins qui créent l'innovation? J'allais dire, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il faut l'industriel pour innover et donc apporter des solutions technologiques. Et puis, il faut aussi un client qui a une demande et donc qui fixe finalement un objectif à atteindre. Juste pour terminer sur ce sujet de la biométhanisation qui est extrêmement important, dans ces procédés, il est absolument indispensable de les développer sur ce qu'on appelle des chaînes courtes. Parce qu'une chaîne courte, c'est celle qui va avoir son empreinte carbone la plus basse. Donc je donne un exemple. Vous avez là un projet de méthanisation pour faire du bio-GNL qui est une première, certes, sur le territoire national, mais qui est sur des quantités et des volumes de déchets qui sont relativement significatifs. Et puis vous avez des biométhaniseurs de proximité. Donc, chez Total Energy, on a repris l'activité de Fonroche sur la partie biométhanisation, qui est donc le leader français de la biométhanisation de proximité. Ça, c'est important parce qu'on vient implanter sur les collectivités territoriales des biométhaniseurs où on va aller chercher la ressource, le déchet, à maximum 20-30 km de ce biométhaniseur. Et le Digesta, qui est un excellent engrais pour le monde de l'agriculture, un bio-engrais, on va aller l'épandre, pareil, sur des zones qui sont maximum à une distance de 30 km de ce biométhaniseur. Donc c'est très important parce que, au-delà de traiter cette ressource de déchets et de lui donner une vraie valeur sur un produit qui est bio, on réduit en plus l'empreinte globale en ayant des schémas de distances qui sont très courts. Qui sont raccourcis. On a en plus, pour revenir sur ce sujet du bio-GNL, on a quand même un atout.
sur ce grand port maritime de Marseille, c'est qu'on est en train de développer une logistique qui est très performante. Ça a été évoqué tout à l'heure. Donc va arriver donc, un bateau avitailleur de GNL. Donc ça va être le deuxième bateau avitailleur de Total Energy, mais le premier qui va être implanté en France et donc à Marseille-Fosse. Et ça, c'est extrêmement important. Et qui va pouvoir, donc, à partir des terminaux, avitailler donc, les bateaux qui seront finalement dans cette rade de Marseille. Donc ça veut dire que la logistique, elle est là. Alors, on a parlé forcément de cette logistique en mer, mais on a aussi, avec les 2 terminaux d'LNG, cette logistique à terre. Donc on a un vrai avantage, une logistique qui est bien présente, un port qui ne demande que à se développer de façon internationale encore plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Donc je pense que demain, ce port de Marseille-Fosse sera une vraie vitrine, certes pour le GNL, mais aussi pour le bio-GNL. Alors, et une question qui pique un peu, je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais c'est bien beau, la CMA super, mais les croisiéristes, quand est-ce que les bateaux de croisière vont s'y mettre Je vous aussi? réponds. Parce qu'on est à Marseille et on parle des quartiers et on parle de pollution et atmosphérique, elle est tout le temps là. Et est-ce qu'eux aussi construisent 44 navires? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous répondre. On a évoqué tout à l'heure le partenariat qui nous lie, où on va approvisionner chaque année 227 000 tonnes de GNL sur 10 ans. Eh bien, avec la MSC Croisière, on a signé aussi un partenariat pour les approvisionner à hauteur de 45 000 tonnes par an, donc en GNL. Donc, vous voyez, les croisiéristes, ils s'y mettent aussi.